Bonjour à vous tous et bienvenue à Puissance au féminin. Aujourd'hui, encore un panel aussi inspirante, aussi intéressante, mais des témoignages qui vont vous pogner le cœur, j'en suis convaincue. Mais avant de vous les présenter, je suis allée naviguer sur Internet pour voir un peu les statistiques parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est la santé mentale des femmes, la stigmatisation à l'autonomie émotionnelle. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai dit, bon, ben, OK, on parle des femmes, on parle de santé mentale. Est-ce que les femmes ont plus tendance à avoir cette problématique de santé mentale plus évidente que l'homme? Alors, vous savez, Google, c'est tout. Alors, je suis allée naviguer un petit peu et j'ai trouvé certaines statistiques que, justement, attendez que je vous dise où je les ai trouvées. Alors, selon le ministère de la Santé et des services sociaux, alors, ils vous disent ceci, qu'environ 25% des femmes ont déclaré avoir reçu un diagnostic de trouble anxieux ou dépressif en 2021 et 2022. Et vous me direz, j'en suis certaine, mais oui, c'est la pandémie. Mais non! La pandémie, oui, n'a pas aidé, mais avant ça, il y a eu aussi des statistiques qui le démontrent que 25% des femmes ont déclaré avoir reçu un diagnostic de troubles anxieux et dépressifs en 2021 et 2022, contre seulement 16% pour les hommes. Et là, je me suis intéressée à pousser un petit peu ma recherche un peu plus loin. Mais pourquoi que la femme a plus... Est-ce que c'est parce qu'elle se déclare un petit peu plus à ce niveau-là qu'un homme? Est-ce qu'elle va démontrer un petit peu plus sa vulnérabilité, un peu plus qu'un homme? Ben, j'ai poussé ma recherche et selon toujours certaines statistiques, eh bien, le problème de santé mentale a tendance souvent à être attribué à des facteurs biologiques, hormonaux, sociaux et environnementaux qui influencent la prévalence et l'expression des troubles mentaux différemment des deux sexes. Alors, c'est ça, c'est pas d'autre chose. C'est ça, c'est pour ça que ça se passe un petit peu plus pour la femme que l'homme. Pour ce faire, aujourd'hui, ben, j'ai invité sur le plateau 3 belles femmes avec des témoignages qui vont venir vous toucher le cœur, mais également de l'expertise aussi, parce qu'on a quelqu'un qui a de l'expertise dans ce domaine, mais aussi qui a du vécu en arrière de ça. Alors, je vous les présente à l'instant. Kathleen Prévost. Bonjour. Kathleen. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Katia Vuilcarde. Oui, bonjour. Enchantée, Katia. Est-ce que j'ai bien prononcé? Parfait. Merveilleux. Merveilleux. Et Daniel Rolando. Bonjour. Est-ce qu'on dit Rolando ou Rolando? Rolando. Rolando. Merci, mesdames, de venir partager avec moi ce sujet poignant qui est la santé mentale des femmes, stigmatisation à l'autonomie émotionnelle. J'ai une question à vous poser à toutes les trois. Comment la perception de la santé mentale des femmes a-t-elle évolué d'hier à aujourd'hui? On va commencer avec toi, Madame Rolando. Daniel. Je vais avoir de la misère déjà à répondre, moi, là. Laisse-toi aller. Tu sais, de toi, de ton vécu d'il y a X nombre d'années à aujourd'hui, de toi, dans ton entourage, vois-tu une évolution ou c'est resté pareil? Bien, pour moi, c'est sûrement évolué un peu, mais en ce qui me concerne, moi, j'ai encore beaucoup de misère à être dans le monde d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Parce que je suis sûre que vous avez aussi peut-être cette perception-là. Être dans le monde d'aujourd'hui, ça signifie quoi pour toi? Ça signifie que j'ai jamais été bien dans ce monde-là, comme. Puis un jour, on m'a diagnostiqué bipolaire. Uh-huh. Alors là, ça... Je ne sais pas. Est-ce que, tu sais, le fait
de t'avoir fait diagnostiquer bipolaire, ça a créé une conscientisation que, c'est pour ça qu'il se passait telle chose dans ma vie. Est-ce que ça a amené plus de compréhension à toi? C'est sûr. C'est sûr qu'il y a des moments dans ma vie que j'ai compris des choses à cause qu'on me diagnostiquait ça. C'est sûr que c'était pas facile à accepter. J'ai trouvé ça très difficile. Ça a sûrement... j'ai divorcé, en tout cas, puis je me suis toujours posé la question si ça n'avait pas fait partie du problème, parce que ça avait été diagnostiqué, que c'était moins accepté, comme on peut dire. Ma famille ne me croyait pas. On me disait souvent, c'est pas ça. En tout cas, on me croyait pas, puis déjà là, de pas me croire, ça me faisait très mal. Donc, il y avait certains préjugés de ta famille? Il y avait beaucoup de préjugés dans ma famille. Ou de la peur de cet inconnu-là, là? Encore aujourd'hui, j'ai bien de la misère à accepter que je suis ça. Mais maintenant, c'est plus difficile parce que je suis médicamentée. Oui. Fait que c'est comme si je ne l'étais plus. Oui. Dans le sens que j'ai voulu même arrêter, puis ils m'ont dit que c'était pour la vie, ça, que je ne pourrais plus jamais arrêter ça. Fait que c'est à cause que je prends des médicaments que je suis mieux, si on peut dire. C'est pas à cause que mon problème est résolu non plus, là. C'est la médicamentation qui fait que... Mais aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de misère. Et quand j'ai des bons moments ou des choses comme ça, j'aurais le goût de tout arrêter ça puis de dire je vais vivre comme tout le monde. Puis, mais non, il paraît que ça marche pas comme ça. Fait que donc, pour toi, il y a un travail, il y a un grand travail d'acceptation Constant. qui est là, constant. Puis peut-être le deuil aussi de quelque chose. Oui. Le deuil de quelque chose, puis de beaucoup de réponses à bien des choses. À bien des comportements que j'ai eus, que je me posais la question, voyons, pourquoi que je suis comme ça? Je n'ai pas vécu la violence, je n'ai pas vécu de traumatisme dans ma jeunesse. J'avais eu une belle famille, puis tout ça, mais pourquoi que j'étais comme ça? Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que la bipolarité fait pour toi, mais également aux autres Est-ce que c'est un problème qui vient plus d'un comportement? C'est quoi? Est-ce que tu peux exprimer un petit peu pour qu'on puisse savoir? C'est sûr qu'il y a un problème de comportement, là. Des fois, j'agissais ou que je me mettais en colère ou des choses comme ça, puis je me disais, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie pour que tu sois comme ça, là? Ou même avec mes enfants, avec mon conjoint. On regrette immédiatement, hein? En le disant, on l'entend, puis on regrette tout de suite. Donc, d'exprimer sa colère sur quelque chose, après ça, c'est la culpabilité qui embarque. Puis là, quand on culpabilise, souvent, on est dans un sentiment négatif, fait que le comportement toxique est récurrent parce qu'on est dans un sentiment négatif. Donc, ça devient une espèce de cercle vicieux. Parce que là, on devient toxique à dire « Ah, c'est ça, c'est tout le temps moi qui est folle, puis on sait bien, là, tu comprends pas, mais c'est pas grave, c'est de ma faute. » Puis c'est tout autant toxique, c'est passif-agressif, c'est dégueulasse. Fait que tu t'auto-juges, Oui, auto-critique. on est dans l'auto-jugement, hein? Beaucoup. Ben, en tout cas, je pense que je pars avec le décor. Tu te reconnais là-dedans un petit peu? On se remet tout le temps. Voyons, comment ça fait que c'est tout le temps moi qui n'est pas correct? Là? Qu'est-ce que j'ai encore fait aujourd'hui pour me faire dire encore que... Puis on les en veut parce qu'on sait que c'est notre faute. Mais... On se dit que c'est de notre faute. Oui, c'est ça. Mais c'est... Vous dites que c'est votre faute. Oui. Mais tu sais, en même temps, tu sais, là, il y a comme un mode de victimisation qui embarque là-dedans. Oui. Mais en même temps, tu sais, c'est dur de faire la part des choses, à savoir, est-ce que c'est vrai ce qui se passe?
Ça transpire comme du poison, mais c'est du mal-être, en fait. De l'incompréhension de nos propres émotions, de « je suis où là-dedans? » Parce que... Oui, non, vas-y. Tu as l'impression d'avoir une dualité en toi? Oui, du non-bipolaire, je crois, parce que un jour, on est Wonder Woman, puis le lendemain matin, on pourrait être un junkie sur le bord de la rue, là. Ah oui, tant que ça? Ah, c'est... Moi, dans mon cas, en tout cas... Parce là, que toi, tu le vis, la bipolarité aussi. Oui, moi aussi, je suis bipolaire. Puis moi, par contre, là, je veux pas partir en débat, je suis pas médiquée depuis environ 10 ans. OK. Mais je suis bas dans l'échelle De la bipolarité. de la bipolarité. OK. Donc, si j'ai une routine de vie extrêmement stable, un bon sommeil, que je fais du sport, que j'ai du social, du sexe, tous des trucs qui donnent de la sérotonine au cerveau, j'arrive à m'en sortir sans médicamentation. Mais ça, c'est quelque chose qui demande une rigueur sur soi, un constant. Et il faut que je me regarde avec un œil objectif, mais il faut aussi que j'ai un médecin qui suit pour voir si cet œil est vraiment objectif. Parce qu'il est facile, quand on va bien, de dire « Oui, oui, je suis correct ». Mais quand ça va plus, c'est facile de dire « Oui, oui, je suis correct ». Mais c'est pas le même « je suis correct ». Fait que ça prend quand même le médecin en arrière pour vérifier que tu es vraiment correct avec ça. Puis il y a des fois où je me regarde puis je me dis ils sont pas loin les pilules là. Ils sont pas loin les pilules là. Faut que ça aille mieux là. OK, tu te parles là. Oui, puis mon médecin m'a dit que jamais je ne vais me suicider parce que j'ai l'autodérision extrême. OK. Donc quand ça va pas, je vais faire de l'humour noir jusqu'à temps que je rigole. Ah, OK. Je rigole beaucoup. OK. On parlait en arrière-pièce tout à l'heure, puis tu parlais des petites choses. Oui. Moi, je suis le genre de fille qui va regarder par la fenêtre, qui va voir un beau lys dans le carré de jardin, là, dans la rue, là, au travers le béton et tout, puis je vais dire « Oh, la fleur est belle! » Parce qu'il faut voir les petites choses. Fait que j'essaie, quand ça va pas, de me faire rire. Si tu te fais rire artificiellement, pour faux, là, 26 secondes dans le miroir, tu vas rire d'un fou rire extrême après. Mais un vrai, Donc, qui va faire tu fais du un bien. peu du yoga du rire. Oui, du yoga du rire, du yoga de regarder les petites choses, le soleil. Ma fille qui va m'arracher une petite fleur sur le bord de la rue, puis elle me dit « Tiens, maman! » Je vois pas les bébites, je vois ma fille qui me donne une petite fleur. Il faut s'arrêter à... Il y en a partout des problèmes. Il y en a partout des problèmes, mais si tu ne vois que les problèmes, tu vas voir que des problèmes. C'est ça, il faut arriver à s'émerveiller des fois des choses qu'en fait qu'on voit plus. Oui. Le lever de soleil, le coucher du soleil. Oui. Il y a Des de la fois, verdure partout dans mon C'est loyer. ça, exactement. Énormément de plantes. Puis là, des fois, je me lève un matin, oh, il y a une fleur. Wow! C'est ça. C'est l'essentiel, en fait. Katia, toi, tu es hypnothérapeute. Oui. Tu nous mentionnais en entrée de jeu que tu vois beaucoup de femmes dans un mal-être. Ah oui, de plus en plus, en fait, elles sont complètement déconnectées. J'ai une dame un jour qui est venue me voir, qui s'est assise dans le fauteuil et qui m'a dit, voilà, je suis au bord de ma vie. En fait, elles sont complètement déconnectées de leurs propres besoins. Elles se fondent en fait dans l'attente que les autres ont d'elles, que ce soit la société, que ce soit le travail, que ce soit le conjoint aussi. Elles se sont complètement oubliées. J'aime poser une question moi, aux personnes qui viennent me voir en leur demandant, aux femmes, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie là, aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et j'en ai énormément qui sont incapables de me répondre à cette question. Elles sont complètement déconnectées de leur intériorité, de ce qu'elles peuvent ressentir. Comment ça se passe dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, ce que tu posais comme question tout à l'heure... La perception? La perception, ce que tu disais par rapport à l'évolution des femmes, je pense que c'est aussi la société. Les femmes n'ont plus le même rôle aujourd'hui. Elles ont une charge mentale qui est énorme. Avant, les femmes, c'est vrai, restaient à la maison, travaillaient moins, travaillaient pas, s'occupaient des enfants. Aujourd'hui, les femmes, elles sont partout.
et il faut qu'elles soient performantes partout. La société leur demande, il faut qu'elles soient à 200% avec leur travail, 200% à la maison, 200% dans l'éducation de leurs enfants, 200% avec leur conjoint au niveau de la sexualité. Je suis désolée, au bout d'un moment, ça marche plus, quoi. Elles sont complètement déconnectées de leurs propres besoins et elles arrivent, alors ça génère après des troubles anxieux, de l'anxiété, du stress, et puis ça augmente. Les troubles anxieux, et puis après, ça finit en déprime, après en dépression, et puis en crise de panique, et puis après, ouais, moi, j'ai rencontré des personnes qui sont venues me voir qui avaient des idées noires aussi, quoi. Donc moi, je suis pas psychologue, attention, je ne pose aucun diagnostic, mais je suis là pour essayer à ma manière de les aider, pour cheminer, pour qu'elles essayent de se reconnecter à leurs besoins. C'est ça l'important, c'est de retrouver ses propres besoins. Et de retrouver cette espèce de flamme à l'intérieur qui va les faire rayonner, en fait, à un moment donné. Pour elles, d'abord. Et puis après, tout le monde va en profiter autour. Que ce soit le conjoint, les enfants, la famille, tout le monde. Mais essayer de retrouver cette flamme à l'intérieur qui s'éteint depuis quand même pas mal de temps, quoi. Et après, il y a des diagnostics aussi qui arrivent pour la bipolarité. Parce qu'elles sont en dualité. Elles savent plus, en fait. Elles savent plus qui elles sont. Et c'est vrai que un jour, je suis en colère, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne me reconnais plus. Et puis après, il y a la culpabilité qui embarque, parce que les femmes, on a tendance à se sentir coupable, on se flagelle, on en prend beaucoup sur les épaules. Voilà. Et c'est tout un cheminement. Enfin, moi, j'essaye de les faire cheminer à travers ça, de se reconnecter à elles et de se dire, aujourd'hui, tu as besoin de quoi? C'est quoi ton besoin aujourd'hui? C'est quoi ton besoin? Est-ce que, tu parles de société, que la femme, elle avait un rôle avant, puis que son rôle a changé, mais la femme a voulu changer son rôle. Bien sûr. Donc, est-ce que cette décision d'avoir justement dit, hey, ça suffit d'être à la maison, c'est ça. On veut travailler, on veut gagner notre pain, on veut sortir, s'exprimer, on veut être dans la société au même titre que l'homme en soi. Bien sûr. Autonome. Comment? Autonome. Autonome. Autonome financière, autonome dans ses décisions. Bien sûr. Mais est-ce que l'homme, vous pensez, et je vous pose aussi la question dans la salle, est-ce que vous pensez que l'homme, lui, dans la société, on ne généralise pas, a dit, tu veux faire ci, tu veux faire ça, OK, vas-y, maintenant, assume. C'est ça. Assume, là, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Faut que tu sois égal, tu veux être égal, tu vas avoir l'égalité salariale, tu vas avoir l'égalité dans les carrières, etc. Est-ce que l'homme nous met la pression de cette égalité-là? L'homme, individuellement, non. Non. OK, individuellement. Non. OK. Aucun homme, à ma connaissance, ne va dire ça d'une femme. En fait, il nous voit toutes comme une mère, une fille, une femme, et il nous respecte énormément. Ce dont on parle présentement, c'est la société misogyne. Ça, c'est un autre sujet. OK. Ce sujet-là est très cocasse parce que avant, on était des femmes au foyer, c'était normal. Fallait que ce soit fait. Si c'était pas fait, c'est parce qu'on n'était pas bonne. Quand on est devenu au travail, là, on faisait les deux. Fait qu'on s'est fâchés, puis on a dit « Non, mais c'est parce qu'à la maison, il faut que ça se sépare en deux, là. Fait que là, ça commence à se faire, à s'accepter socialement. Les gars commencent à le faire, mais il y a une pitié qui s'est instaurée envers les papas monoparentales, les papas qui travaillent fort à la maison puis qui font la cuisine puis le lavage. Oh, mais c'est cute! On le fait depuis des années, nous autres! Tu sais, je veux dire, fait qu'il y a comme une petite pitié, genre, oui, mais il est fin, il le fait, il s'occupe de ses enfants. Oui, mais de base, c'est juste normal, là. Fait qu'il devrait pas y avoir cette petite pitié-là qui est encore là dans la société misogyne, dans l'image de télé, dans l'image sociétaire. Mais aucun homme que je connais individuellement n'a ce discours-là. Donc, d'où ça vient? Ça vient de la même place que les stéréotypes du mannequin.
ça vient de même place que homophobie, grossophobie. C'est des genres sociétaires qui, individuellement parlant, sont rarement reflétés, je pense. C'est mon opinion. C'est intéressant comme façon de voir les choses. Très intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Katia? Ah oui, tout à fait. Le rôle de la femme a changé et heureusement, quelque part, j'ai envie de dire, sans féminisme, mais quand même, on a quand même évolué. Mais le problème, c'est qu'on dirait qu'on nous fait payer, entre guillemets. On nous fait payer. Finalement. Payer quoi? Ben, le fait que vous avez voulu votre indépendance à tous les niveaux, mais maintenant, ben, il faut l'assumer. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il faut l'assumer et donc il faut qu'on soit sur tous les fronts. Mais on ne nous fait pas de cadeaux, entre guillemets, non plus. Donc, voilà. Ce qui génère une charge mentale, et tu as raison, hein, le fait que nous... Une charge mentale pour qui on n'a pas de pitié. C'est ça. À la maison, on s'est toujours occupé de la maison, c'est toujours occupé des enfants. Mais bon, il a fallu... on a choisi d'aller travailler, surtout. On a choisi d'être autonome, d'être indépendante, entre guillemets. Mais ça, on le fait depuis des années. Et l'homme, d'un seul coup, se retrouve à faire, entre guillemets, un petit peu l'aide à la maison. Et on dirait que c'est... Waouh! Mais non, c'est normal. Répartition des tâches, à un moment donné... Nous, on vous donne un coup de main au niveau de la société, au niveau du travail, parce qu'effectivement, les femmes ont besoin aujourd'hui de travailler pour amener de l'argent à la maison, pour X raisons, parce que, voilà, c'est comme ça. C'est ça. Puis il faut qu'il y ait un partage. Il faut qu'il y ait un partage à tous les niveaux. Je dis pas, attention, il n'y a rien de féministe dans mon discours, mais il faut qu'il y ait un partage aussi. Mais on dirait qu'aujourd'hui, la société nous fait payer le poids de tout ce qu'on a voulu, entre guillemets, pour l'indépendance aussi. Donc, ce qui génère une charge mentale énorme. Je fais du pouce sur ce que tu dis. Tu dis, il n'y a pas de féministe là-dedans. Tu vois qu'on est toujours en train de se disculper. C'est ça, mais tu as raison. Non, mais je suis pas en train de chialer, là. C'est ça. Non, mais je suis pas féministe. non, mais je suis pas Germaine. C'est pas que je veux te gérer, là. C'est que... Pourquoi? Et oui, mais tu as raison. Tu as une opinion, affirme-la, ma chère. Si. Ah non, mais c'est pour pas froisser. Ah non, mais j'affirme complètement. Mais c'est ça. Pourquoi mais c'est pour pas froisser, peut-être, tu sais, aller un petit peu à la tendance de tout le monde, pour pas froisser peut-être en disant, ils vont peut-être penser que je suis féministe. Non, je suis pas féministe. Après, d'un autre côté, le jugement, moi, je m'en fiche. Mais voilà, mais c'est justement pour aller dans le sens de tout le monde. C'est un jugement très logique que tu as donné. Voilà. Pour toi, Daniel... Il est bien sage, qui ne dit pas un mot. Maintenant, je vais te faire assumer ton rôle sur le plateau. Moi, un peu, pas contrairement à ce qu'ils disent. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'ils disent puis tout ça, mais moi, j'étais la femme forte. J'étais très forte dans tout ce que je faisais à mon travail, à la maison. J'étais capable de tout faire. Que j'ai toujours trouvé que mon mari faisait comme... il était pas fort, lui. Il faisait pitié, là, tu sais. J'en prenais soin. OK. Je trouve pas que j'étais une femme exemplaire, là, loin de là. Est-ce que tu te sentais la maman de mon mari? De ton mari? Oui. 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 Puis encore aujourd'hui, si je suis plus avec, là, mais je vais avoir bien de la misère à me dissocier de ça. Mais je comprends très bien où ils veulent, où ils vont, puis tout ce que tu veux. Mais moi, j'ai tout le temps trouvé que mon mari, fallait qu'il aille prendre son repos, fallait qu'il se lève à 11h midi pour qu'il puisse fonctionner toute la journée. Fallait qu'il aille prendre son café l'après-midi. Moi, j'étais correct. Moi, j'avais pas besoin de rien. Le monde me dit, tu veux-tu un cadeau, je sais pas quoi. Non. Moi, même mes enfants, ils sont tannés aujourd'hui que je dise que j'ai besoin de rien. Voyons, maman, t'as passé ta vie à dire que t'as besoin de rien, puis c'est presque eux autres. En tout cas, c'est par le langage puis tout ça que c'est pas eux autres qui m'ont fait divorcer, parce que c'est mon conjoint qui a dit, bon, c'est assez, ça fait assez longtemps que là, on le fait. Que j'ai resté comme... Que là, on fait quoi? Parce que j'étais démunie, moi, là. OK. Tu sais, j'étais habituée à... Sans dire que j'avais le contrôle ou que j'étais habituée à tout... Gérer tout. Je devais être la Germaine, en tout cas. Je me voyais pas nécessairement comme ça, là. Aussi, là. Vous étiez élevée comme ça. C'est vrai que je n'ai pas le même âge que les autres, là, mais
Non, Mais tu sais quoi? La Germaine, puis chez Femmes Ressources, Caroline, qui me dit ça à un moment donné, hein? Il y a une Caroline dans la salle! Elle a mentionné que être Germaine, c'est d'avoir du leadership. C'est d'être le leader de qui nous sommes face aux autres aussi, dans un groupe ou autre. Et ça, moi, là, ça a fait tout un sens. Alors, tu avais du leadership dans ton couple, dans ta vie personnelle avec ta famille. C'est ça que tu as fait. T'étais pas Germaine. Pour moi, aujourd'hui, je vais dire que il aurait dû prendre sa place. C'est pas à moi de lui donner de la place. Effectivement. C'était à lui à... nous. Tout à fait. Moi, je le voyais pas tellement comme ça, mais à ce temps que j'ai divorcé, ma famille, ils me sortent, il y avait ci, puis il y avait ça, puis il y avait ci, puis ils disaient ça, puis tu sais, voyons, Daniel, tu voyais rien, mais nous autres, on pouvait rien faire parce que t'acceptais tout ça. C'est certain que j'ai 70 ans, là, que je ne vis pas la même affaire que les 50, 40. C'est certain que je ne suis pas toute... mais je regrette rien, par exemple, là, parce que j'en sors plus forte avec tout ça. Aujourd'hui, comme je te disais tantôt, de l'autre côté, ça fait juste 2 mois que j'ai divorcé, puis ça m'a... je suis déjà en avant, là. Je suis pas dans la culpabilité, je suis pas dans le... La victimisation, là. T'es pas victime là-dedans, mais pas partout. Même que je lui ai dit la semaine passée que j'étais... que je le remerciais. Je te remercie de m'avoir fait ça. Tu m'as fait avancer de 50 pouces. C'est pas juste un peu, là. Bravo! Vraiment. Bravo! Mais c'est vrai. C'était à moi à décider, puis c'était à lui à prendre sa place. C'était pas nécessairement une histoire de... Non. Aujourd'hui, je n'admettrais plus jamais ça. Puis c'est une de mes filles. En tout cas, il est arrivé un conflit à un moment donné avec une histoire d'argent, puis elle disait, je peux pas croire parce que je payais même des dettes qu'il faisait ou des choses comme ça. J'allais jusque-là. T'assumais tout ce qui se passait dans le couple. C'est vraiment ridicule, mon affaire. Là. Si tu regardes tout ça, là, tu te dis, aïe, aïe, Tu viens de loin, hein? C'est très loin, mon histoire. Mais heureusement aujourd'hui, j'ai 70 ans puis je vois clair. Ça m'a pris du temps à comprendre. Mieux vaut tard que jamais. Oui, c'est ça. Je vois clair, je vois en avant de moi. Puis je dirais même que la première personne que je suis allée voir quand c'est arrivé, c'est mon médecin. J'avais peur à mon état, que lui m'a référé à une aide psychologique? Oui. Puis qu'elle m'a référé à ici. À Femmes Ressources? À Femmes Ressources. La petite carte, je ne l'oublierai jamais. Puis eux autres ici ont fait partie de ma vie. Eux autres ici, ils m'ont sauvée à quelque part. Puis je chie depuis... Puis ça fait juste 2 mois que je suis divorcée. Là. Wow! Puis j'ai mon frère, que je veux nommer parce que il a été vraiment d'une grande, grande aide. Puis il est là depuis le début, à tous les jours, à m'envoyer un message sur Internet, tout le temps. Il m'a jamais lâché, il m'a jamais jugé. Il m'a jamais... puis il me réconforte tout le temps en me disant j'en reviens pas comment que tu évolues, puis que tu avances, puis que tu chemines, puis que... Je pense que dans les 2 mois, j'ai plus cheminé que dans 50 ans de mariage. Bravo. Vraiment. Wow. On va faire une petite pause là-dessus. Et tout de suite, après la pause, on va aller voir s'il y a des questions ou des commentaires dans la salle. Alors, à tout de suite. De retour de la pause, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la salle parce que je pense qu'il y a des commentaires qui pourraient nous faire alimenter ici probablement la discussion. Caroline, est-ce que nous avons des commentaires? Oui. C'est super intéressant, vraiment, là. Puis j'en parlais avec ma soeur juste avant de s'en venir ici dans la voiture. Puis je lui disais justement que de mon côté, j'ai l'impression de pas être assez vite, que la société va tellement vite que j'ai l'impression de courir tout le temps. Oui.
C'est Fait que intéressant. ça m'a vraiment... Je vois que je suis quand même dans le sens de bien d'autres mondes, finalement. Eh oui. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ça, Katia, pour répondre justement aux commentaires dans la salle? Oui, ben, tu n'es pas un cas isolé, tu peux t'en apercevoir, hein, comme quoi toutes les femmes, en fait, à un moment donné, ont cette charge sur les épaules, en fait, d'être parfaites partout et de courir tout le temps, jusqu'au jour où, à un moment donné, elles arrivent à un stade où il y a, des symptômes qui arrivent. J'en ai plein, en fait, qui viennent me voir, qui sont en arrêt maladie parce qu'elles n'arrivent plus. Voilà, elles n'arrivent plus. Elles arrivent à saturation, elles sont là. Voilà, j'y arrive plus. Je sais plus, j'y arrive plus. Mais oui, mais à un moment donné, ton corps, il t'a arrêté. Il t'a dit stop. Tu es allé trop loin dans cette démarche à vouloir continuer. Après, il y a aussi quelque chose avec lesquels je travaille beaucoup, c'est les blessures de l'enfance. Parce qu'on a quand même des sacs à dos, tout le monde, mais les femmes ont aussi des héritages. Aussi, il y a l'héritage transgénérationnel et les blessures de l'enfance. Et ça, quand on va fouiner, quand on va chercher... Enfin, moi, je travaille de telle manière où je vais aller chercher dans les blessures de l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé, la relation avec ton père, avec ta mère? Comment tu te sentais? L'amour, le manque d'amour, des fois, malheureusement, ça génère beaucoup l'abandon, le rejet, qui font que les femmes vont toujours courir après quelque chose. Et finalement, oublier complètement leurs propres besoins au profit de l'autre. Parce qu'en fait, elles attendent tellement d'être reconnues, tellement d'être aimées de la société, du conjoint, du travail, de tout. Hein. C'est dans toutes les sphères de la vie que ça se reproduit. Qu'en fait, c'est pareil, elles se coupent complètement de leurs besoins et de leurs désirs et de leurs envies et d'elles-mêmes, finalement, au plus profond d'elles. Ben, elle s'est toujours oubliée, la femme. Tu sais, depuis des générations, ça n'a pas changé. Non. Elle s'est oubliée aux dépens de sa famille, aux dépens des autres. Oui. Tu sais, on dirait qu'on est dans un cercle vicieux qui ne change pas. Mais c'est une éducation aussi. C'est des transmissions qu'on nous a données aussi. La femme, elle est faite pour s'oublier. Elle est faite pour s'occuper de la famille. C'est un pilier de la famille. Elle est faite pour s'occuper des enfants. Elle est faite, entre guillemets, que pour ça. Donc, on nous a inculqué depuis toujours que la femme, il fallait qu'elle s'oublie. Et puis, penser à soi, on est dans une société où on te dit « mais tu penses à toi, tu es égoïste ». L'égoïsme, mais c'est pas vrai, c'est faux. C'est une valeur. Au contraire, il faut s'occuper de soi. Au plus tu prends soin de toi, je parle pas d'aller chez l'esthéticienne ou d'aller chez le coiffeur toutes les semaines, hein. C'est prendre soin de soi, c'est intérieurement, c'est se connecter à soi, c'est peut-être avec des outils, la méditation, se reconnecter avec son bien-être, rayonner à un moment donné et tout le monde va en profiter, quoi. Mais pourtant, c'est une logique de base. Mais c'est ça. Quand il y a un feu, la première personne que tu dois sauver, c'est toi-même. Oui. Quand il y a un accident d'avion, la première personne à qui tu dois mettre un masque, c'est ça. C'est toi-même. Pourquoi, dans nos vies familiales, émotionnelles, nos carrières, on est les dernières à se sauver? C'est vrai, hein? Mais oui. C'est vrai. Mais oui. On va aller à un autre commentaire. Oui, merci. Ah oui, c'est vraiment, vraiment intéressant. Chacun des thèmes, d'ailleurs, hier aussi, j'ai adoré ça. Merci, mesdames, d'avoir accepté d'être là. Voilà, Kathleen, tu me fais beaucoup réfléchir avec ton terme de société misogyne. On parlait un peu plus dans le temps. Moi, je suis un peu de votre âge, Madame Rolando. J'aime beaucoup ça. De société paternaliste. Puis c'est drôle, une société paternaliste où il fait que c'est les femmes qui fait en sorte que leurs maris sont comme leurs enfants en même temps, tu sais. Alors moi, je trouve qu'on est dans des moules. On est dans des moules qu'on appelle la société comme on le soit. C'est les modèles masculins qui prédominent, vraiment beaucoup. Et à la base, on parle des droits de l'homme. On parle pas des droits humains ou des droits de la personne. On parle des droits de l'homme. Et ça a une influence vraiment sur toute la société, sur les hommes, autant que sur les femmes. Puis moi, je pense que les hommes sont aussi pris dans des moules que nous, les femmes. Je pense qu'on a un pas en avant parce qu'on se regroupe, puis qu'on regarde à l'intérieur de soi, puis qu'on a ce désir-là de sortir du moule. Puis quand on dit l'homme ou la femme, on est dans le moule, selon moi.
On est dans le moule de la société où on n'est pas des personnes vraiment, on est une image. La femme, elle a une image. L'homme a une image. Fait que moi, je nous invite avec le langage, puis c'est des changements qui sont difficiles, de dire les femmes et les hommes, et là, on est des personnes. Là, on arrive à l'intérieur de soi. Je pense que pour moi, ça m'aide à sortir du moule. Parce qu'ils sont forts, ces moules-là. Fait que ça me fait beaucoup réfléchir à ça. Je vous remercie énormément. Bien, merci à toi. Merci. Et à Rosanne également d'avoir émis vos commentaires. C'est très apprécié, mais c'est aussi courageux de pouvoir sortir son commentaire, sortir sa vulnérabilité aux autres. Puis, tu sais, je fais du pouce sur le dernier commentaire qu'on a eu. À la base, avant d'être une femme, on est des êtres humains. Donc, l'être humain en soi doit être traité également. On est un être humain. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de blessures de l'enfance. La blessure de l'enfance, bien, c'est l'humain qui est en arrière qui a vécu cette blessure-là. Tout à fait. Donc, est-ce que, mesdames, je vous pose ici, et même à toi, Katia, est-ce qu'il y a des blessures que vous avez conscientisées aujourd'hui de ce que vous avez vécu étant jeune? Ça a géré mon choix de carrière. J'adore ma mère. J'adore vraiment ma mère. Elle l'a pas eu facile. Elle a fait plusieurs foyers d'accueil dans son enfance et elle est personnalité de type limite, qui est une autre maladie mentale que bipolaire, mais qui est quand même bien rough. Et quand tu n'as pas connu de nœud familial et qu'en plus tu as des troubles de santé mentale, tu as beau aimer tes enfants comme la fin de ta vie, tu as des comportements toxiques. Des comportements toxiques récurrents parce qu'avec le fait qu'elle était monoparentale, qu'elle était de statut pauvre, puis quand tu es bipolaire ou trouble de santé mentale, souvent tu vas perdre tes emplois, tu vas déménager, tu vas perdre tes conjoints. Donc, une vie très, très, très instable, malgré le fait qu'elle m'aimait d'amour. J'ai eu une enfance totalement atypique. Ça bâtit un adulte étrange qui a beaucoup d'appréhension à décevoir les femmes. Parce que mon père était pas dans ma vie, je m'en foutais de le décevoir. Ouais, j'ai jamais eu de problème avec ma relation avec les hommes. C'est des poteaux, on se parle, on se comprend, je suis sur le même pied d'égalité. Mais parler à une femme, je la vois comme ça. Tu la mets sur un piédestal? Elle est sur un piédestal, elle est grande, elle est inatteignable, elle est facile à décevoir. OK. Fait que ça me devient un sentiment de stress. Donc, à la base, je suis devenue, j'étais supposée être coiffeuse. J'ai pas aimé ça. J'ai fait 1000 autres métiers. J'ai vraiment pas trippé. Puis je comprenais pas pourquoi. Puis là, je voulais juste faire des métiers où j'étais juste avec des gars. Puis je comprenais pas pourquoi. Puis un moment donné, j'ai compris. Parce que, vous me faites peur. La femme te fait peur? En soi, OK. chaque femme est très gentille, mais j'ai toujours un petit sentiment de stress. J'ai toujours une petite inquiétude. Donc, Freud te dirait que c'est dû à la relation avec ma mère. Amplement. Parce que chaque fois que j'appelle ma mère, j'ai beau avoir 41 ans puis 2 enfants, j'ai toujours un petit sentiment de stress. Mais je l'adore. Et c'est sûrement pour ça que j'ai ce besoin de vouloir lui plaire. Donc, en théorie, je vous adore, mesdames. Oui. J'ai un petit sentiment de stress. On t'aime aussi. Puis, sûrement que le père absent a fait que j'ai voulu me rapprocher tant d'hommes, souvent plus vieux que moi, pour avoir des conseils, des trucs qu'un père aurait dû me donner. Donc, ça m'a emmenée vers un milieu très masculin. Donc, oui, ça définit énormément qui on est, puis où on va. Mais il s'agit de le comprendre aussi, pour savoir comprendre ses choix. D'où vient
le mal de vivre. C'est ça. Il faut toujours trouver d'où vient la douleur. Tu peux pas aller chez le masseur puis dire « J'ai mal à l'oreille, si tu as mal à sciatique », il va pas t'aider. Il faut que tu saches « C'est là que j'ai mal ». Puis là, il va pouvoir t'aider. Fait que de base, c'est beaucoup de l'autodiagnostic, de la conscience de soi, puis de se poser des questions, puis de se dire « C'est quand que je réagis mal? Ah, c'est quand je suis avec des femmes. Ça doit être quelque chose qui a rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est... Mais souvent, on le fait pas, ça, parce que on va avoir une réflexion de quelqu'un qui va dire « Non, mais t'es donc bien folle! Pas plus loin que ça, là. Fait que tu vas dire « Ben, je suis donc bien folle, pas plus loin que ça. Mais il faut aller plus... On n'est pas toutes folles, c'est pas possible. C'est pas possible. Puis même dans la folie, je pense qu'il y a toujours un brin de mal de vivre pour une réaction. Puis avant d'être tu sais, il y a plusieurs stades dans la société, puis on dit tout le temps l'homme est en haut, mais l'homme a été séparé de riche, pauvre, juge, puis éboueur, mettons. Puis après, il y a les femmes, mais après, il y a les enfants. Tu sais, fait oui, avant d'être une femme, on était un enfant. Puis on était comme la strate déjà en dessous. Fait que, tu sais, on évolue, mais on est-tu prêt à prendre plus de place? Je pense que oui. Je pense que oui. Ou à prendre sa place. Notre place, sans déborder. Toute la place qui t'appartient, voilà. Sans plus, sans moins. Toute la place qui t'appartient. Et il y en a beaucoup qui ne la prennent pas aussi. Ouais. Daniel? Mais des fois, on ne sait pas comment la prendre, notre place. Où quelle est notre place? Où elle est, oui. Tu sais, elle dit un mal de vivre. Moi, je ne me rappelle pas de ne pas avoir eu un mal de vivre. Puis je me posais tout le temps la question, c'est quoi qui m'habite? Puis j'avoue que je suis mieux aujourd'hui, mais j'ai pas trouvé mon mal de vivre. Je sais pas c'est quoi mon mal de vivre. Qu'un jour, je me lève, je suis top shape, tout va bien, je peux téléphoner à qui je veux, ce que tu veux, puis sur le lendemain, que la vie est dure, que j'ai le goût d'en finir, que qu'est-ce qui fait ça? Je ne sais pas. Puis comme je disais tantôt, j'étais allée fouiller dans mon enfance, puis tout ça. J'avoue qu'il y a des choses quand même que je me rappelle avec ma mère. J'ai jamais ressenti l'amour de ma mère. Mais ça, c'était moi qui ne ressentais pas. C'était pas elle qui m'en donnait pas. Je ne l'ai jamais ressenti. J'étais entre deux gars. Pour moi, les deux gars jouaient au hockey. Puis ils ont comme tout eu, eux autres. Puis avant ça, bien, il y a eu 2 personnes, mais il y a 10 ans entre les 2 puis les 4 autres. Puis moi, bien, je suis la deuxième de la deuxième portée, si on peut dire, là. On dirait que j'ai jamais trouvé de place. Et oui. Il y avait le bébé, il y avait les 2 gars qui jouaient au hockey, puis il y avait les 2 plus vieux qui étaient déjà mariés quand que... Mais excuse-moi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu disais, tu as pas ressenti l'amour de ta maman, même si elle t'en a donné. Oui. C'est la perception d'un enfant et la perception d'un adulte, c'est pas la même chose. Des fois, l'adulte, sans s'en rendre compte, va dire quelque chose ou va faire quelque chose qui va créer une brèche dans un enfant, mais c'est énorme. Et la blessure, elle va commencer là. Donc, sans s'en apercevoir, ta mère t'a aimé, mais peut-être pas, à un moment donné, il s'est passé peut-être quelque chose, ou peut-être pas comme toi, tu aurais eu envie quand tu étais petite fille. Je te dis pas aujourd'hui, mais petite fille. C'est dans ce processus-là aussi que la blessure, elle s'installe. La perception d'un enfant et la perception d'un adulte, c'est complètement différent. Et sans s'en rendre compte, sans vouloir faire mal, parce que nos parents aussi ont fait avec qui ils étaient, avec ce qu'on leur a transmis aussi. Il n'y a aucun jugement là-dessus. On ne peut pas les blâmer. On ne peut pas les blâmer, pas du tout. Ils ont fait avec qui ils étaient à ce moment-là. Mais sans s'en apercevoir, des fois, même un mot peut créer une blessure énorme dans un enfant. Parce qu'on a notre regard. C'est ça. Sur l'autre, mais l'autre, il a son propre regard sur la situation. C'est ça. Et puis c'est un enfant. Souvent, on peut soigner ces blessures d'enfants-là quand on a des enfants. Puis que là, on voit l'autre côté de la médaille, puis qu'on se dit « Ah, je pense que je comprends. Elle voulait pas être méchante, dans le fond. » Puis, tu sais, Mais écoute, je vais t'arrêter là. Oui. On va aller à une pause. C'est intéressant ce que tu apportes. On va continuer là-dessus. Alors, tout de suite après la pause.
Alors, là, Kathleen, tu nous amènes à un point. J'aimerais ça que tu continues là-dessus. Sur le fait que quand on devient parent, on comprend des choses qui nous sont arrivées enfants. Absolument. Oui, oui. Puis je m'en suis servie, moi, avec mes enfants pour... pas pour me dédouaner de situations où j'avais failé, là, mais plus pour leur expliquer, regardez les filles, il n'y a pas de mode d'emploi, là. Moi, ma mère, elle a fait son possible avec le bagage qu'elle avait. Elle m'en a donné plus que ce qu'elle a reçu. Moi, je vais vous en donner plus que ce que j'ai reçu, mais je fais mon possible. Puis je suis juste un humain, puis des fois, je comprends mon côté avec ma vision d'adulte, mais s'il vous plaît, explique-moi avec ta vision d'enfant où tu as voulu aller là-dedans parce que je suis larguée. Oui, mais c'est bien que tu apportes la communication entre ton enfant, parce que c'est là aussi que ça peut avoir un impact positif, comme ça peut avoir un impact qui est plus difficile entre les deux, parce que la communication peut régler énormément de choses, énormément de conflits entre les deux individus. Fait que de cette façon-ci, t'apportes justement ton regard d'adulte. Ben moi, ma Puis elle mère... apporte son regard d'enfant. Exactement. Et les deux se comprennent mieux, là, après. Ma mère était beaucoup sur fais ce que je dis, pas ce que je fais, puis c'est moi le parent, puis respecte-moi. Oui. J'avais aucune ouverture. Ouais. Il y a des fois où je me suis fait chicaner pour des trucs que j'avais menti et que j'avais dit la vérité. Oui. Puis j'ai pas voulu aller là-dedans. Fait que j'ai voulu laisser leur ouverture de dire oui, mais tu m'as pas compris. Parce que je le sais que des fois, c'est facile au premier abord de dire ouais, mais c'est des petits adultes enfermés dans des petits corps, là. Ils vivent les choses aussi intensément que s'ils étaient grands comme nous autres. Puis, des fois, on se trompe. Des fois, on est à côté de la plaque. Fait qu'il faut qu'il y ait la chance de dire ben non, là. Pas cette fois-là, là. Tu sais. Il faut enlever notre ego, là. Tu sais, Il faut lui montrer qu'on est faillible. on tasse l'ego. Et puis, être à l'écoute du ressenti de l'enfant. Si on continue à... Exprime-toi. Qu'est-ce que tu ressens quand je te dis ça? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce que je te dis? Et c'est important que l'enfant puisse s'exprimer par rapport au ressenti qu'il a quand on lui dit quelque chose. C'est important qu'on soit à l'écoute et qu'on entende aussi. Parce que l'écoute et entendre, c'est pas la même chose. Être à l'écoute, dans le senti, dans son propre senti, mais dans le senti de l'autre aussi, d'essayer. Parce que là, j'aimerais qu'on s'en aille parce que l'émission a une fin, hein? Et la fin, elle arrive. J'aimerais qu'on s'en aille vers les outils, les stratégies. Comment est-ce qu'on peut vivre dans une société où on se sent vide? Où on se sent, où on sent que c'est difficile d'avoir ou de prendre sa place dans la société. J'aimerais ça aller vers toi, Danielle. Elle avait un bon cours d'outils qu'elle disait tantôt. Oui, on va y aller, Kathleen. J'aimerais ça qu'elle commence. Alors, t'aimerais qu'elle commence? Ben, voyons donc, Kathleen. Mon plus gros outil, c'est la communication. La communication. Que t'ailles bien, que t'ailles mal, que t'ailles croche, que t'ailles bizarre. Communique avec des gens de confiance. Éloigne... Ça, c'est très important, ce que tu viens de dire. le plus possible les gens toxiques de ta vie qui vont vouloir aller bouffer toutes tes dernières ressources dont tu as besoin. Puis le yoga. Le yoga. Recentre-toi sur toi-même. Respire. Écoute ton cœur, ton corps, ta tête. Puis prends ces 3 opinions totalement différentes et gère-les ensemble pour qu'ils soient d'accord. Parce que ces 3 mindings-là, c'est toi. Puis c'est une ligne conductrice. On a été tendance à s'éparpiller comme ça, puis il faut tout ramener ça ensemble. Puis, non, c'est ça, la communication. Vraiment, là. Mais en fait, tout part de la communication. Mais souvent, on dit qu'on est chialeuse puis qu'on se fait pas bien comprendre.
Poser des questions au lieu de faire des affirmations. Ah. Poser des questions. Ça se pourrait-tu que si on ferait ça comme ça irait mieux? Au lieu de dire, ben voyons, faites ça comme ça va aller mieux. On peut-tu se voir là-dedans? On se voit, là, hein? Juste de transformer vos phrases en questions. Au lieu de dire, c'est ça, t'es encore fâché après moi. Est-ce que t'es fâché après moi? Puis il se pourrait que la réponse serait non. C'est ça. Puis on va éviter une situation toxique. Je ne dis pas que je l'applique au quotidien. Je suis encore dans l'apprentissage de la force. Mais je pense que tout se règle comme ça. Dans la communication, posez des questions. Tout à fait. Mettez votre ego de côté. Ayez l'air un peu plus naïf. Puis laissez de l'ouverture aux gens de vous répondre. Tu amènes beaucoup de sagesse dans ce que tu dis. Bravo, Kathleen. Ouais. Bravo! Bravo! Parce que... C'est vrai qu'il y a 20 ans, t'aurais pas dit ça. Mais oui, il y a du chemin de parcours. Mais c'est parce que ça prend un cheminement pour arriver où tu es. Puis c'est ce cheminement-là qui est pas facile. Hein? Il faut être conscient de ce qu'on vit. Il faut être conscient de vouloir s'en sortir. Puis de dire, OK, Tout à fait. une bouchée à la fois, je vais y arriver. C'est quand tu es à terre que ça prend la force de dire je ne vais pas rester là. Un pas de plus. Exact. Il y a un gars qui a monté l'Everest à se dire un pas de plus. Un pas de plus. Un pas de plus. Puis il a monté jusqu'en haut. Moi, je dis toujours, c'est petit pas par petit pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu viens de dire? Petit pas par petit pas. On est tous différents, chacun va à son rythme, mais petit pas par petit pas. Voilà. Qu'est-ce que tu amènerais, toi, stratégie, outils, pour s'aider? Tu sais, comme Danielle, elle l'a dit tantôt, j'ai un vide, puis je sais pas, tu sais, je sais pas si... Comment trouver mon bien-être dans une société? Comment trouver ma place? Comment enlever ce mal de vivre-là ou reconnaître le mal de vivre? Qui est-il? Pourquoi il est là? Puis comment je peux m'en sortir? Ben, Kathleen, déjà, la communication, mais la communication de telle manière de pouvoir... comment je pourrais dire? Voilà, par exemple, dans une communication, quand l'autre nous dit quelque chose, voilà, par rapport à ce que tu m'as dit, moi, je me sens comme ça. Je sais pas, dans un couple, je prends un exemple lambda, hein, dans un couple, je sais pas, un homme dit à sa femme quelque chose, la femme le réceptionne, lui dit, écoute, ce que tu m'as dit, ça me touche, par rapport à ce que tu m'as dit, je me sens, moi, comme ça. Voilà. Comment toi, tu te sens par rapport à ce que je te dis là, comment moi je me sens. Moi, j'ai le sentiment que tu m'as dit ça, et ça fait écho en moi, ça réveille quelque chose en moi. C'est aussi ça, prendre sa place. C'est montrer à l'autre que tu existes dans ce que tu ressens, dans ce que tu vis par rapport à la communication. C'est super, ça. Ça, c'est une très belle clé, ce qu'elle vient de dire. Exister. C'est Démontrer qu'on existe. Parce que c'est là où on s'est tous, toutes, perdu. oubliés et perdus dans l'existence. Oui. On va arriver à toi, ça sera pas long. C'est pouvoir se définir aussi en disant, je réceptionne quelque chose et je me dis, bon ben voilà, maintenant, je prends ma place en disant ce que je ressens. Ce que tu m'as dit, je l'ai compris. Par rapport à ce que tu me dis, moi, je me sens comme ça. Ça me fait ça à l'intérieur. Après, d'autres outils, il y a la méditation aussi qui est très importante. Enfin, après, chacun a ses croyances. Et son chacun... yoga. Voilà, Hein? le yoga. Le yoga, c'est génial aussi. La méditation aussi permet de se reconnecter. Alors, au début, c'est un training. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on est beaucoup dans le mental avec les pensées qui arrivent et tout. Mais à force, petit à petit, on s'accroche un peu. On se rend compte qu'on arrive à se connecter à notre intériorité, à ressentir notre respiration, tiens, ben là, dans mon corps, je sens des picotements, il se passe ça. Et puis, pourquoi pas avoir à un moment donné des images qui peuvent venir aussi. D'être conscient. D'être conscient de qui on est, d'être conscient de qui on est. De s'ancrer. Quelque chose qui est important aussi, c'est de s'ancrer. On oublie-tu
de s'ancrer. s'ancrer. C'est de s'ancrer. On est tous sur cette planète. Et il faut, j'aime pas le il faut parce que c'est une obligation. Mais il faut choisir de s'ancrer aussi. En plus, ici, avec la nature qu'il y a des super arbres. Allez leur faire un câlin et sentez vos racines qui poussent au pied des arbres. C'est génial, quoi. S'ancrer pour dire, ben voilà, je prends ma place aussi, j'existe comme ça aussi. Et puis écouter ses besoins. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Le matin, c'est se lever. Le matin, voilà, regarder dehors. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Pour moi, pas pour les enfants. On adore nos enfants, on adore notre famille, mais pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Tu voulais faire du pouce, justement, ce qu'elle disait? Je voulais faire un astérix, en fait. Un astérix. Oui, parce que oui, la communication, mais il faut faire attention de ne pas culpabiliser pour une communication échouée, parce que la communication, c'est toujours dans deux sens. Donc, vous pouvez donner la plus belle communication du monde. Si l'autre joueur n'est pas à son poste, ça ne marche pas. Donc, faites attention de ne pas toujours culpabiliser pour une communication échouée. Revisitez-vous, voyez si vous avez fait comme vous vouliez, si vous êtes fier de vous, parfait. Souvent, la communication ne va que dans un sens et c'est comme au tennis, ça ne peut pas fonctionner. Ah, c'est important ce que tu viens de dire. Là. Merci beaucoup. Mais moi, j'écris. Pardon, excuse-moi, je peux revenir là-dessus. Faites donc du pouce ensemble. On fait du pouce. Ouais, c'est ça, c'est cool. En fait, dans la communication, c'est montrer aussi comment toi tu te sens, mais écouter aussi l'autre, comment il sent par rapport à ce qu'il a dit. Moi, c'était comme ça dans la communication, c'est un échange. C'est pas toi qui va dire explicitement, moi, je me sens comme ça par rapport à ce que tu m'as dit. Mais c'est aussi retourner à l'autre. Toi, comment tu te sens par rapport à ce que j'ai exprimé là, par rapport à mon ressenti. C'est un partage et c'est un échange. Parce que si c'est un monologue, forcément, ça ne va pas marcher. Hein. Oui, ça, c'est clair. Mais il y en a qui ne vont pas prendre leur place. Mais ça, tu as raison. Il faut prendre leur place. C'est ça. Exact. Il faut savoir trouver l'équilibre. Libre. Voilà. Prendre juste la place qui nous appartient. C'est tout. Daniel. Moi, j'écris vraiment beaucoup. T'écris? J'écris. Ouais. C'est génial. C'est terrible. Ouais. J'ai venir sur ma table, ma table n'est jamais libre. Et jamais, essayez pas de venir chez nous pour avoir une belle table avec un petit bouquet de fleurs au milieu, ça n'existe pas. Il y a des pensées, il y a des mots que je pogne à la TV, il y a tout le temps. Puis mon conjoint, une bonne chose qu'il me disait souvent, c'est que je vais venir à l'Internet, on n'est pas venu encore, je vais y aller. Il disait, arrête de les écrire. Il y a deux sens. Je peux écrire sur ma table de cuisine que j'écris à moi-même, puis j'exprime mes sentiments, puis tout ça. Mais quand tu écris à ta sœur, il y a toujours une double version à ça. On n'envoie pas le même message qu'on veut dire souvent. Donc, est-ce que tu veux dire que quand tu t'écris à toi-même, tu es beaucoup plus avec toi, ben oui, intérieurement, à te dire la vérité, ta vérité à toi? À toi, ça s'exprime beaucoup plus facilement. Et voilà, elle s'exprime. Quand je suis choquée, là, puis il y a des barbeaux, puis il y a des... puis écoute, c'est à moi, ça m'appartient, ça. Oui. Et tu te gardes une certaine gêne quand tu écris à quelqu'un d'autre. Faut faire attention à ce qu'on écrit, parce que ça ne dit pas nécessairement ce qu'on veut envoyer à la personne. Oui. Il faut pas écrire ses émotions sur le moment. Non. Hein? Non. Puis souvent, que mon conjoint, c'était ça. Mais on avait notre petit moment quand même de positif, là, si on peut dire. Lui, il a sa chaîne, puis il a fumé son cigare là. Fait que mon conjoint, il parlait pas. C'était son plus gros défaut, si on peut dire. Fait que je m'en allais dans la chaîne à 4 heures. Je savais qu'il était revenu, puis qu'on pouvait prendre un café ensemble, puis tout ça. Puis c'était le seul moment dans une journée que si j'y allais pas, il n'y en avait pas de moment. Puis si j'y allais, on avait un petit moment. OK. Ça a été, comme vous dites, on ne vient pas. La communication. La communication. Il n'y en avait pas à cause de ça. Puis c'est là où ce que tu retrouvais l'opportunité d'avoir un échange
entre deux C'était personnes c'était le lors seul, du petit café. le seul temps, oui. Il y avait un 15 minutes dans la journée, au moins, qu'on pouvait... Tu sais, ça, ce que tu dis, là, Daniel, là, ça l'affecte la femme aussi. Ben oui. Quand T'sais, il faut que tu colles la shot, C'est tout Oui. le temps toi qui... c'est tout le temps toi Et qu'il faut que tu tu le dis, là. instigues les rapprochements. C'est ça, c'est tout le temps toi Oui. qui fait le rapprochement ou qui incite à la situation à se Qui produire. incite à parler. Oui, Qui incite puis, à parler aussi. Il disait tout le temps, bon, on va encore régler quelque chose. On peut se voir, hein, un peu. C'était comme si je rêvais de toi tous les jours, je pense. Je sais pas. Pour lui, c'était pas important de tout le temps parler de C'est problèmes tout ou oublié, de. là, oui. Ouais, lui, il sait pas. On a parlé de ça la semaine passée, là, tu sais. Ah ouais, mais il n'y a rien de changé. Ouais. Je sais pas. Donc, c'est comme si, pour lui, tu remettais la même cassette à chaque fois, Ouais. puis elle rejoue encore le même extrait Oui. de ce côté-là. Ouais. Écoutez, mesdames, là, on pourrait en parler des heures. Des heures, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le côté de la santé mentale. Puis, tu sais, la santé mentale, ce n'est pas juste un trouble, une maladie, un diagnostic, mais en fait, tout ce qui se passe, qui est mal communiqué, non communiqué, vient affecter la femme dans sa propre santé mentale. Puis c'est ça aussi, c'est un fléau dans la communauté, dans la communauté, oui, de proximité, mais au-delà de cette communauté-là, c'est également la société qui a été créée aussi d'une forme où on n'a pas nécessairement une très grande place à la communication. On est dans le faire, dans l'exécution, dans la production, dans les opérations, dans la rentabilité, mais dans l'être, de dire les vraies affaires émotionnellement. On a peur des émotions. On a peur des émotions des autres. Ah! Parle-moi pas! Ça va venir m'affecter! Tu sais? Parce qu'on n'a pas appris à, bien communiquer les choses. Je vous dis merci. Merci, Ben, merci à d'avoir toi. communiqué Merci à toi. grandement ce que vous avez communiqué aujourd'hui. Puis je pense que c'était vraiment un très bel échange. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Moi, je vous applaudis aussi. Vous avez été un public en or. Merci à vous tous. Merci à vous trois. Très beau partage, très belle communication. Puis nous, ben, on se revoit la semaine prochaine pour encore d'autres beaux partages, d'autres personnes, d'autres êtres humains. Tu sais, moi, j'aime pas trop le mot personne. Personne, c'est comme... Il me semble qu'il y a rien dans personne. Des êtres humains. On est des êtres humains à part entière, égales dans tous ses sens. Et, mesdames, vous méritez de prendre votre place et d'exister. Choisissez-vous. On se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde!